Le fair play financier se contourne, les amis. Et oui, vous connaissez cette règle du fair play financier qui consiste à contraindre les clubs à ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Vous pensez que tous les respectent scrupuleusement ? Non. En fait, si, en façade. Mais dans les faits, il y a beaucoup d'astuces largement répandues qui permettent de contourner et beaucoup de clubs en usent et en abusent. Vous allez comprendre dans cette vidéo comment les clubs peuvent s'affranchir de ce fair play financier, comment ils contournent subtilement la règle tout en inclinant docilement la tête à l'UEFA en façade. Allez les amis, je vous embarque dans le dessous des manigances, dans les manœuvres qui puent le cretin. Et ouais, je vous le dis ici, ça va taper sur les clubs. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant donc les pratiques de certains clubs pour contourner le fair play financier. C'est parti. Alors d'abord un peu d'histoire si vous le permettez. Cette règle du fair play financier a été portée par Michel Platini, alors président de l'UEFA, et instaurée en 2011 dans un contexte de fort endettement des clubs européens. On parle alors de plus de 7 milliards d'euros. Le principe voulu était le suivant: ne pas dépenser plus d'argent que ce qu'on en gagne. Une gestion, bref, qui paraît logique de bon père de famille et à laquelle, je crois, nous sommes un peu tous assujettis. Plus concrètement, sur une période de 3 ans, les clubs ne peuvent pas accumuler un déficit supérieur à 5 millions d'euros, sauf si un propriétaire comble le manque dans une limite de 60 millions d'euros d'apport. Voilà, ça c'est la règle aujourd'hui. Mais un autre principe va prochainement entrer en vigueur. Les clubs vont devoir allouer 70% de leurs recettes aux rémunérations des joueurs et entraîneurs, aux commissions d'agents et aux indemnités de transfert. Ça, ce deuxième principe, c'est pour l'horizon 2025, demain. Et donc, il va s'ajouter au premier principe dans le cadre légal du fair play financier. L'équilibre financier, eh bien, c'est le résultat entre les recettes que sont la billetterie, le sponsoring, la vente de joueurs, les droits de diffusion et le merchandising. Et d'un autre côté, les dépenses que sont les salaires, les achats de joueurs, les remboursements de prêts et les impôts. Voilà, maintenant vous connaissez la règle, la nature des recettes et des dépenses qui entrent dans le calcul. À ce niveau, vous êtes au même niveau de connaissance à peu près qu'un gestionnaire de club. Et bien maintenant, comment on joue avec tous ces leviers pour passer outre ? C'est la question que se posent certains clubs de l'élite et qui ont redoublé de roublardise pour trouver des réponses. Alors premièrement, on l'a vu, en cas de déficit, on peut renflouer dans une certaine limite, la limite des 60 millions d'euros. Il y a donc un renflouement limité. Il faut donc compter sur les recettes, quitte à doper certains montants pour arriver à l'équilibre. Dans les recettes, j'ai dit qu'il y avait quelles variables ? Entre autres, le sponsoring. Eh bien, nous avons vu le PSG signer un contrat de sponsoring avec Qatar Tourism Authority en 2012, contrôlé au passage par le même émir que celui qui possède le club, pour un montant tout simplement de 200 millions d'euros annuels, bien supérieur à ce qui se voit ailleurs et sans réelle contrepartie. Vous ne voyez pas ce sponsor sur le maillot, ni au stade. Il y a juste une participation promotionnelle une fois par an du club à un événement. Contrepartie assez faible donc. Ce partenariat qui s'est donc vendu 200 millions d'euros a été évalué, 200 millions d'euros par an, a été évalué par un cabinet extérieur. Au vu des contreparties, il a été évalué uniquement à 3 millions d'euros par an. Mes amis, je vous le dis, si vous devenez membre de la chaîne et c'est sans engagement, ça vous coûtera bien moins cher et vous aurez de réelles contreparties. Si, c'est en description sous la vidéo. Cette manœuvre a donc dopé artificiellement le sponsoring et donc les recettes du club mécaniquement pour contourner le fair play financier. Mais ce n'est pas un cas isolé, Manchester City a aussi eu recours à ce type de manœuvre en 2008
et a échappé de peu à une suspension de toute compétition européenne. Autre manœuvre utilisée par les clubs, les sociétés offshore. On l'a vu, les dépenses passent par les salaires des joueurs, notamment. Et ça peut coûter très cher, c'est un poste qui peut coûter très cher. Eh bien, il y a des sociétés immatriculées dans les paradis fiscaux pour ça. Non, c'est pas un placement de produit pour un guide complet pour créer sa société dans les îles Caïmans. C'est pour vous dire que le principe qui consiste pour les clubs à verser une partie du salaire de manière légale, donc avec traçabilité dans les comptes, et une autre partie versée par une société écran pour une prestation de service par exemple. Eh ben, je dis pas que ça se fait, mais ça pourrait se pratiquer, Vous voyez ce que je veux dire? Entre 2009 et 2016, Ronaldo a encaissé près de 150 millions d'euros de droits à l'image versés par des sociétés immatriculées en Suisse et aux îles Vierges britanniques. Mouais. Si ça, c'est pas du salaire déguisé, pas besoin de citer les sources cherchées sur Internet, c'est largement relayé. Je vous laisse imaginer à combien il a échappé à l'imposition sur le revenu en Espagne. Par contre, il a écopé d'une belle amende et a échappé de peu à une peine de prison, sachant qu'en Espagne, même s'il a eu de la prison, on ne fait de la prison ferme qu'à partir de plus de 2 ans de prison. En dessous, les peines sont aménagées, c'est ce qui lui est arrivé. Je l'ai pris en exemple, mais c'est pas le seul joueur, et je vais pas aller plus loin sur ce sujet, parce qu'ensuite on pourra arriver sur des débats sur l'évasion fiscale, l'imposition pour les plus petits revenus, la cause des déficits publics, etc., etc. Bref, des sujets touchy politiques, et c'est pas dans quoi je veux vous embarquer dans cette vidéo. Parlons plutôt, si vous le voulez bien, d'une troisième manœuvre, les contrats longue durée. Dans le foot, vous le voyez, vous le savez, les contrats sont de 1, 2, 3, voire 4 ans généralement. Pourtant, il n'est pas rare. Tiens, à Chelsea, par exemple, de voir parfois des contrats de 6, 7, voire 8 ans. Vous vous demandez pourquoi? J'y arrive. Pour la saison 2022-2023, ils ont investi plus de 600 millions d'euros pour des recettes évaluées à ce moment-là à seulement un peu plus de 60 millions d'euros. Comment on fait pour rester dans les clous du fair play financier alors? Très simple, on lisse les dépenses d'un point de vue comptable. On étale la dépense de l'achat du joueur sur la durée intégrale de son contrat. Plus le contrat est long, moins la charge comptable annuelle est importante. Et donc, on l'amortit parfois sur des durées allant jusqu'à 8 ans, comme à Chelsea. Malin, Bon, à côté de ça, il faut que le joueur donne satisfaction, sinon on s'embarque dans 8 ans de galère. Allez, une dernière manœuvre, certains autres clubs jouent avec l'échange de joueurs comprenant des montants surélevés. La Juventus, la Juventus aime cette pratique. En 2020, ils échangent Pjanic à Barcelone contre Arthur Melo. Pjanic part pour 60 millions d'euros, Arthur Melo arrive pour plus de 70 millions d'euros. Ça, c'est pas interdit, les échanges, mais ça interpelle quand même quand les montants sont aussi élevés pour un échange. On a vu tout à l'heure que quand on paye, les sommes peuvent être lissées sur la durée du contrat, mais les revenus des transferts, eux, ce qu'on reçoit lors de la vente des joueurs, sont directement imputés sur l'exercice comptable en cours. Vous voyez où je veux en venir? Eh ben oui, ça fait une belle rentrée d'argent frais immédiat qui permet de gonfler les recettes. On gonfle les recettes, on assure le fair play financier et donc l'équilibre du club. 42 échanges douteux sont inscrits au crédit de la Juve et c'est, les amis, ce qui lui a fait perdre 10 points lors de la saison 2022-2023. Voilà les amis, vous comprenez bien après avoir écouté cette vidéo, vu cette vidéo, les différents leviers qu'il peut exister dans les manœuvres du club pour contourner un peu le fair play financier. Et ça conduit à quoi tout ça? Eh bien à présenter des comptes flatteurs au détriment d'une approche et d'une gestion comptable plus prudente. Une règle qui au départ voulait introduire du fair play, fragilise les comptes de certains clubs qui sont borderline, on va dire, pour contourner la règle en voulant rester compétitifs sur le terrain et attractifs par les revenus annexes. On le sait, les amis, l'argent est la verre dans la pomme du football, c'est ainsi. Et vous les amis, que pensez-vous de cette règle du fair play financier? Exprimez-vous dans les commentaires, débattez, faites-vous plaisir. Quant à moi, je vous laisse là pour cette vidéo, likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien les amis.